Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal de la RFM. Sommaire de cette édition, l'audition d'Aliou Sall par le doyen des juges d'instruction dans l'affaire dite Petro-Tim. Après une brève rencontre ce matin, les deux hommes se sont donné rendez-vous tout à l'heure à 13h. Suite judiciaire de l'affaire des talibés mis au fer dans un dara de Ndiagne dans la région de Louga. Les personnes arrêtées ont été déférées au parquet ce matin. Émoi et indignation. Journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes ce 25 novembre. Thème de cette année, dressons-nous contre les viols. 700 femmes violées entre 2017 et 2018 au Sénégal. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, dit niet à l'augmentation du prix de l'électricité à partir du 1er décembre. La CNTS-FC pose comme condition la hausse des salaires. Pour les titres de l'actualité internationale, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane Niang, bonjour à tous. Lendemain de présidentielle à Bissau, le quotidien a repris le dessus dans le calme. La Commission nationale électorale compile les résultats. Les premières tendances du scrutin révèlent des scores serrés entre le PAIGC et le Madame G15. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial sur place. Abuja, dans le noir, la capitale administrative du Nigeria souffre de coupures intempestives de courant. Une situation propice à la corruption, à suivre le reportage de Fama John. Et puis le bilan du crash d'un avion à Goma s'est alourdi. Le dernier fait état de 29 morts. À tout à l'heure, Anna Rocha, pour le développement. Malal Junior Diagne pour le menu de l'actualité des sports. Bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Beach soccer, après la relance en phase de poule, place à la qualification. Les Lions du Sénégal défient les Émirats Arabes Unis pour une place au second tour de la Coupe du Monde qui se joue au Paraguay. Ligue 1 sénégalaise, préparation de la nouvelle saison Djambar, toujours dans les réglages. Malgré une qualification en demi-finale de Challenge des champions, le coach Gadiaga attend toujours ses cadres. On parlera également de lutte sans frappe avec Pathé Boy qui s'allie avec le promoteur Diax pour mettre notre sport national au service du social. Le détail de tous ces titres dans le journal des sports que vous nous présenterez dans quelques minutes. Et puis, point de vue aujourd'hui, nous discuterons de la maltraitance des enfants à la lumière de l'affaire des mauvais traitements infligés à des pensionnaires d'un dara près de Koki dans la région de Louga. À la mise en onde de ce journal, l'affaire fait grand bruit et suscite un grand émoi au sein de l'opinion. Il s'agit bien sûr des talibés entravés par leur maître coranique avec des menottes et des fers artisanaux conçus par un forgeron local du village de Ndiagne dans la région de Louga. Tout ce beau monde a été déféré au parquet ce matin par la gendarmerie de Koki. Abraham Polpouy pour les détails. C'est vers 11h que les personnes arrêtées sont arrivées au tribunal de Louga pour un face-à-face avec le procureur. Au moment de l'enquête, 6 personnes ont été arrêtées. Cheikhouna Gueye Khadim, le maître coranique, le soudeur qui fabriquait les menottes et 4 parents. Mais pour l'heure actuelle, difficile de dire le nombre exact déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour maltraitance d'enfants. De leur côté, les maîtres coraniques de Louga se préparent pour se rendre au tribunal ou tenir une conférence de presse pour soutenir leur collègue Abraham Polpouy Louga. Radio Futur Média. À propos de cette affaire, la directrice de la famille et des groupes vulnérables dénonce cette maltraitance de talibés à Ndiagne. Elle souligne que la justice va sévir dans cette affaire. Fatou Ndiaye Dem est au micro de Papa Balagay. Nous ne disons jamais les enfants de la rue, c'est-à-dire les enfants qui sont dans la rue, les talibés. Et à ce titre, ce que peut-être je peux dire ici, c'est l'engagement du ministère qui a déjà un plan d'action. Et puis sous peu, déjà pour la région de Dakar, il y a un plan déjà ficelé. Et comme on a préféré commencer par le département, la région de Dakar, puisque vous savez qu'avec les statistiques, ils sont plus nombreux à Dakar. Mais ce qui s'est produit à Koki, nous sommes sûrs que le Sénégal est un pays de droit et que la justice va faire son rôle. Mais nous ne pouvons que déplorer et aussi dire que toutes les institutions, ou bien toute la machine administrative va être mise en branle pour pouvoir sévir quand il le faudra. Madame Fatou Ndiaye Dem, la directrice de la famille et des groupes vulnérables que vous venez d'entendre s'exprimer en marge d'un panel organisé ce matin au centre Guindy à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, sujet sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais avant cela, allons à Saint-Louis où les maîtres coraniques et les parents d'élèves
élèves ont exprimé leur vive préoccupation suite aux violences dans un dara de Louga, mais ils ont affiché tout de même leur attachement à l'apprentissage coranique des enfants en dehors de toute violence pour une meilleure société sénégalaise. Reportage chez les parents et maîtres coraniques à Saint-Louis et Mohamed Nabi Silla. Quels qu'en soient les instigateurs, la violence est à bannir, surtout dans le milieu éducatif, a fortiori les daras. Ce parent, Sherba, se dit révolté par ce qui s'est passé dans la région de Louga. En fait, je voudrais commencer par condamner ce qui s'est passé dans ce dara-là. C'est à la limite inhumain. Mais moi, j'indexerai l'irresponsabilité des parents qui aujourd'hui amènent leurs enfants très loin d'eux et ils ne savent même pas dans quelles conditions ils étudient. Et pourtant, Hassan Boy, professeur de mathématiques, parent d'élèves, estime que ces deux enfants partent de chez lui tous les jours pour apprendre le Coran en dehors de toute violence. Toutefois, il les avertit tous les jours pour qu'elles se mettent à la tâche de l'apprentissage. Ce sont des filles, elles sont à l'externat, elles vont au dara et reviennent à la maison. J'habite juste à côté d'un dara qui fait même pas 150 mètres. Donc elles sont deux, elles y vont tout le temps et revenir quand ils vont pas cours à l'école. J'ai entière confiance avec le Serigne Dara. Je leur dis que c'est comme ça. Si vous ne travaillez pas, on va vous tuer là-bas. Trouvé dans son dara, entouré de ses talibés, Thierno Sadibouka a du métier parce qu'il est dans le milieu depuis 1990 et exprime tout son désaveu quant à la violence exercée sur des talibés. Ces problèmes de service corporel, je n'en connais pas. On ne le pratique pas dans mon dara. Je gère beaucoup de talibés avec leur humeur. Mais même ici à Saint-Louis, je n'ai jamais entendu parler de ces services corporels. C'est seulement leur volonté de redresser les enfants qu'il arrive quelquefois à des excès. C'est regrettable. Nous devons être plus solidaires et surtout renforcer les capacités pour une méthodologie et une pédagogie qui ne permet pas de faire de la violence dans les daras. Ce président de la Fédération des daras de la commune de Saint-Louis invite également l'État à la tolérance et à l'encadrement des maîtres coraniques. Saint-Louis abrite des daras centenaires avec des talibés qui viennent des familles de la vieille ville du Sénégal et du monde entier. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabi Silla. Autre couche vulnérable frappée de plein fouet par la violence de la société, les femmes. La journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes est célébrée aujourd'hui. Au Sénégal, le thème de cette journée est « Dressons-nous contre les viols », une occasion pour le comité de lutte contre les violences faites aux femmes de déplorer les cas de viol suivis de meurtres sur des femmes. La présidente de cette structure révèle que plus de 700 femmes ont été violées entre 2017 et 2018 dans notre pays, sans compter les plus de 600 mineurs victimes aussi de viols. Pour mettre un terme à cette série, les femmes réclament l'accélération du processus de vote du projet de la loi sur la criminalisation du viol. Écoutons Penda Seck Diouf, la présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. La plupart des viols qui sont commis sont suivis de meurtres. En cette année 2019, nous avons comptabilisé 14 femmes qui ont été tuées suite à un viol. Et 3 de ces femmes sont des mineurs. Les 2 étaient en état de grossesse. Alors, ce qu'on a remarqué également, c'est cette progression-là du viol qui pose problème. Mais entre 2017 et 2018, il a été comptabilisé 706 femmes sexuellement agressées, 668 cas de violences sexuelles sur des mineurs. Et ces chiffres font froid au dos. Il s'y ajoute toutes ces femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, à la maison, dans la rue ou en milieu du travail. Ce qu'on demande actuellement, la société civile demande une très grande attention sur ces violences sur les femmes. Également, particulièrement sur les viols, les violences sexuelles. Ces violences sexuelles qui, pour la plupart, se passent dans la sphère familiale, dans la sphère domestique ou dans l'entourage immédiat de la victime. Et ces violences sont suivies de meurtres. La société civile demande l'accélération du projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Ce projet de loi qui devait sortir depuis octobre, mais qui tarde à le faire,
on demande à ce qu'il y ait une accélération pour la sortie de ce projet de loi. RFM, la radio de toute l'actualité. L'audition d'Aliou Sall par le doyen des juges d'instruction renvoyée à 13h, dans quelques minutes donc. Le maire de Guédiawaye a déféré à la convocation du doyen des juges ce matin vers 9h50, mais il est ressorti du bureau de Samba Sall 5 minutes après parce que ce dernier a une activité à laquelle il doit assister au palais de justice. C'est donc à 13h que le frère du président de la République sera entendu par le doyen des juges d'instruction dans cette affaire Petro-Tim. À ce sujet d'ailleurs, notez que demain, l'audition de Franck Timis est prévue avec le doyen des juges d'instruction. On ignore pour l'instant si le patron de Timis Corporation déférera à la convocation. Autre affaire, l'affaire Seydina Fall Bougazeli. Le voisinage de l'ex-député parle 72 heures après le placement sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Chacun y va de son commentaire dans son quartier. Salif Sow. Au quartier Futmich, une ruelle sablonneuse mène à la maison familiale de l'ex-député. Sur place, pas d'interlocuteur visible, c'est le calme. Retour sur nos pas. Ici, dans ce populeux quartier, l'affaire du trafic de faux billets de banque impliquant l'ex-parlementaire, en parler devant un micro, c'est chose rare. Waaw non xam nga man du nekk ne man maay lijjanti ay problème affaire yooyu noonu non parce que léeg-léeg ñu ne ma ñëw na fi affaire yooyu noonu xam nga waaw mu ngi noonu daal. Mais le jeune homme de 30 ans, teint noir au physique imposant, en short marron et en lacoste beige, a tenu tout de même à préciser ceci. Gëm-gëm mooy dóor waar rek xam nga waaw ñax jëriñu. bu set wecc du ma dugg si lu lëndëm. waaw lu leer nañ lay tegu. ok foo mu woo nag man moom macha allah maa ngi nii. À des dizaines de mètres de lui, un autre habitant du quartier, le septuagénaire habillé en tenue traditionnelle vert, parle d'un politique, d'un père de famille. C'est un responsable de famille. Non, je ne l'ai pas vu grandir, mais j'ai assisté quand on faisait des élections. Nombreux ont été ceux qui ont fui notre micro. L'ex-député est inculpé et placé sous mandat de dépôt en fin de semaine dernière par le doyen des juges. Seydina Fall Bougazeli est impliqué dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Vous écoutez le grand journal sur la RFM, il est 12h13 dans l'actualité sociale. La hausse du prix de l'électricité à partir du 1er décembre est inacceptable. Le président du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz exige la hausse des salaires pour amortir cette hausse qui va alourdir le pouvoir d'achat des travailleurs. Cher Diop, qui est également le secrétaire général de la CNTS FC, s'exprime au micro d'Abdou Diouf Junior. Une organisation syndicale n'est jamais d'accord avec une hausse. Une hausse doit être accompagnée par l'amortissement de notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il est difficile de constater que nos négociations sur les augmentations de salaires généralisées dans le secteur privé et sur les réformes de la Convention collective nationale interprofessionnelle tardent. Pendant ce temps, une hausse est annoncée. Nous attendons de voir. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que cette hausse viendra alourdir le pouvoir d'achat des travailleurs. Et les organisations syndicales que nous sommes ne pouvons pas l'accepter et nous demandons à ce que les négociations sur les salaires avancent pour qu'on puisse tout au moins amortir un tant soit peu cette hausse qui s'annonce. Cher Diop s'exprimait en marge d'un atelier sur le contenu local des hydrocarbures, un atelier organisé ce matin par le Forum civil en partenariat avec Oxfam et la CNTS FC. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Toujours dans le domaine de l'énergie et au sujet de la Société nationale d'électricité, notez l'inauguration du nouveau poste de Diamniadio de la Sénélec, inauguration par Sénélec et Vinci Énergie. Ce sera mercredi à 16h en présence du ministre en charge de l'énergie, du président directeur général de Vinci Énergie et du directeur général de la Sénélec. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Politique maintenant, l'ancien patron des cadres libéraux Abdoulaziz Diop fait une révélation sur la brouille entre Maître Abdoulaye Wade et Omar Sarr. Tout est parti de Karim Wade qui a eu un problème avec l'ex-coordonnateur du PDS à propos de la convocation d'une réunion du bureau politique selon Abdoulaziz Diop. Il était l'invité de RFM Matin. Que ce n'est pas le dialogue qui est la pomme de discorde entre Wade et Omar Sarr. Parce que Wade et Omar Sarr ont très bien travaillé sur les termes de référence du dialogue. Il a même désigné Omar Sarr pour aller convaincre une partie de l'opposition pour qu'on aille au dialogue. Et parallèlement, il a demandé expressément à Amadou Sall de convaincre Karim Wade pour qu'il participe au dialogue, parce que c'est dans le dialogue qu'on peut régler nos problèmes politiques. En réalité, après les élections, Lamine Thiam, qui était le directeur des structures maire de Kébémer, et Omar Sarr et Abdoulaye Wade ont travaillé sur la convocation d'un bureau politique pour évaluer les élections. Et Abdoulaye Wade a même demandé à Omar Sarr de préparer un discours d'ouverture. Quand Karim a eu l'information, il a apostrophé Omar Sarr, lui dire pourquoi il ne lui a pas envoyé les documents. Omar Sarr lui a dit que j'ai envoyé les documents à Wade et c'est à Wade de partager ça entre les responsables. Il lui a dit que si c'est comme ça, je vais dire au président de ne plus convoquer ce bureau politique et je vais lui demander de ne plus vous recevoir et de ne plus vous appeler. Et la preuve, Lamine Thiam, qui a été directeur des structures pendant des années, questeur à l'Assemblée nationale, a été rétrogradé et son poste a été remplacé par un karimiste du nord de Saint-Louis. Donc il a par la même occasion sanctionné Lamine Thiam. Donc voilà le problème au PDS. C'est Karim qui a des problèmes avec Omar Sarr, Amadou Sall, et il a utilisé son père pour véritablement les éloigner de son père. La situation au Parti démocratique sénégalais vue par des analystes politiques, Abdoulaye Wade se laisse aller à un jeu difficile en retrouvant certains de ses anciens lieutenants et au même moment opère une rupture avec le clan de Omar Sarr. Selon les observateurs interrogés, le cas Karim Wade et la réorganisation du parti sont au centre de la crise qui risque de perdre l'ancien président. Georges Déthié Diop. Retrouvailles par-ci, divorce par-là. Difficile, selon Mamoudou Sy Albert, de comprendre le jeu de Wade, qui du reste est difficile. C'est une ouverture pour apaiser, pour essayer d'avoir un soutien, soit de Macky Sall ou soit des anciens responsables du PDS. Il y a aussi une situation difficile en interne. Wade sait très bien qu'il doit restructurer. Mais cette restructuration ne passe pas parce qu'il y a des franges du PDS qui ne partagent pas cette restructuration. Donc là, il y a un conflit. Ce conflit se joue entre le président Abdoulaye Wade et Omar Sarr et ses amis. Karim Wade, justement, l'enseignant-chercheur en sciences politiques Maurice Soudiak-Dione soutient qu'il est au centre de la crise. Karim Wade occupe une place centrale dans cette question épineuse de la succession dans le parti et dans l'État qui a fait perdre à Maître Abdoulaye Wade le pouvoir. Donc aujourd'hui, quand il va dans ces retrouvailles et qu'il écarte Omar Sarr et son clan, la lecture qu'on peut en faire, c'est que peut-être que le clan d'Omar Sarr est allé trop loin dans la confrontation parce qu'il y a eu une opposition de ce clan qui est radicale et frontale par rapport à Karim Wade. Les conséquences du jeu de Wade, elles peuvent être fatales pour le Parti démocratique sénégalais. Le PDS risque de perdre sa posture de parti d'opposition radicale ou de chef de l'opposition. Le PDS va vers une période d'instabilité parce que s'ils vont avec Macky Sall, les Omar Sarr vont se radicaliser. Ils aussi persistent à exclure tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la restauration. Le PDS ne pourra pas être en tout cas un parti fédérateur. Donc la conséquence, si vous voulez, c'est le PDS risque d'entrer dans un engrenage, dans un cycle d'instabilité. Pour Maurice Soudiak-Dione, c'est le vrai dénouement du problème Karim Wade qui se pose. Maître Wade ne veut pas être tout à fait cantonné, confiné à une certaine marginalisation dans le champ politique sénégalais. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le dénouement de la situation de Karim Wade et on se pose la question de savoir est-ce que toutes ces gesticulations politiques, est-ce que tous ces regroupements autour de pour reconstituer la grande famille libérale peut mener à quelque chose sur le plan politique si l'on sait qu'il faut un leader pour fédérer toutes ces composantes de la famille libérale et malheureusement c'est ce leader-là qui manque puisque Maître Abdoulaye Wade est en fin de carrière politique et Karim Wade a toujours eu du mal à s'imposer aussi bien dans le PDS a fortiori qu'à dominer, à chapeauter toute la grande famille libérale. Mais malgré tout, nos interlocuteurs n'occultent pas le leadership de Maître Abdoulaye Wade et sa capacité de manœuvrer. Dossier réalisé par Georges Déthié Diop fin vendredi dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte de la conférence mondiale des radiocommunications
Du 28 octobre au 22 novembre dernier, 3400 délégués venus du monde entier ont passé en revue le règlement des radiocommunications, c'est-à-dire le traité international entre États membres de l'Union internationale des télécommunications qui vise l'accès équitable au spectre de fréquences radioélectriques et à l'orbite des satellites. Le Sénégal a participé à cette conférence avec une délégation composée d'experts de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes ainsi que du secteur privé sous la coordination du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. L'on nous signale que le directeur général de l'ARTP, Abdouli, a signé les actes finaux de la conférence mondiale des radiocommunications. Dans un instant, la suite de cette grande édition. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. Lendemain de scrutin présidentiel à Bissau, la vie reprend tranquillement. La population est maintenant à l'écoute de la Commission nationale électorale. Le dépouillement est en cours, mais c'est très serré entre le candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira, et le Madame G15, Doumarou Sissoko Mbalo. La correspondance de Lamine Ba à Bissau. C'est le calme plat ce matin dans les rues de Bissau au lendemain des scrutins présidentiels. Écoles, marchés et magasins ont rouvert porte et les Bissau-Guinéens vaquent tranquillement à leurs besoins. Au centre-ville de Bissau, où se trouve le siège du PAIGC, pas de signe de liesse populaire à l'image de ce que l'on y a connu antérieurement au lendemain d'élections marquées par la victoire de ce parti politique. Une retenue qui renseigne sur l'incertitude qui habite en ce moment la formation qui a investi Domingos Simões Pereira pour le compte de ces élections. Même atmosphère au siège du Madame G15 conduit par Oumarou Sissoko Mbalo. La secrétaire exécutive de la Commission nationale électorale nous a confié ce matin que le processus de centralisation des résultats est en cours, mais elle reconnaît que certains procès-verbaux issus de zones lointaines du pays, à l'image des îles, ne peuvent leur parvenir que cet après-midi ou au plus tard demain matin. Dr Felisberta Vaz d'ajouter que les premiers résultats officiels ne peuvent être connus avant mardi soir. Pendant ce temps, c'est le silence total au sein des états-majors politiques qui compilent des résultats qui leur parviennent de l'intérieur du pays. Cet après-midi à 17h, on nous annonce que le PAIGC prévoit de tenir un point de presse, mais on ignore pour l'heure quel sera le contenu de cette communication qui intervient avant la publication officielle des résultats par la Commission nationale électorale. L'issue de ce scrutin reste encore incertaine, mais la probabilité d'un second tour entre le candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira, et le candidat du Madame G15 est dans l'ordre du possible. Hier, il faut le rappeler, les premières tendances sorties de Bissau étaient largement favorables au candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira, mais des échos qui nous parviennent de l'intérieur du pays, comme à Bafata et Gabou, Oumarou Sissoko Mbalo y réalise de bons scores devant le PAIGC. Mais tous ces résultats sont encore non officiels, la Commission nationale électorale étant la seule habilitée à proclamer les résultats de ce scrutin présidentiel. Lamine Ba, Bissau, Radio Futur Média. Et alors que le camp du président sortant accuse le PAIGC de fraude électorale, le candidat du Madame G15 réitère sa confiance à la Commission électorale nationale. Oumarou Mbalo reste néanmoins prudent et vigilant. On l'écoute au micro de Lamine Ba. Moi, je dis que le peuple bissau-guinéen qui va voter, tout le monde est vigilant. Tout le monde est vigilant, compris moi-même, qui est favori, je suis vigilant. Je n'accepterai pas que les gens m'autoproclament président en tant que la commission où il n'y a pas une chose claire et tout. Même si les gens m'autoproclament vainqueur, s'il y a un candidat qui a le doute, je vais dire de recompter les dépouilles. Parce que je vais être un président avec la main levée, propre, pour ne pas avoir de doutes. Et comme ça, je pourrai être président de toutes les Bissau-Guinéens. Anna Rocha, en RDC, le bilan du crash d'avion à Goma s'est alourdi. On parle de 29 morts maintenant. Une personne aurait survécu à l'accident. Le petit avion de ligne s'est écrasé hier dimanche, quelques minutes après son décollage, sur 2 maisons d'un quartier de Goma. Les causes du crash ne sont toujours pas connues, mais un technicien de la compagnie a confié à des journalistes qu'a priori, c'est un problème technique. En RDC, toujours, 8 personnes sont mortes lors d'une nouvelle attaque à Beni, selon RFI, qui cite un représentant de la société civile. La mairie aurait aussi été incendiée. Allons au Nigeria. Abuja souffre d'un déficit d'électricité. Dans la capitale administrative du Nigeria, les coupures de courant sont quotidiennes. Les populations se ruent vers les générateurs. La corruption serait la cause de cette situation. Il faut mettre la main à la poche pour que son quartier soit épargné des délestages. Le reportage de notre envoyé spécial à Abuja,
Abuja, Famadjon. Un générateur qui alimente un hôtel de la place. Le Nigeria, qui pourtant possède un vaste potentiel de gaz naturel, du charbon et des ressources énergétiques renouvelables, fait face à une insuffisance énergétique. Ali, chauffeur établi à Abuja. Une question politique. Le Nigeria fournit de l'électricité, ils vendent aux autres pays comme le Niger, au Ghana, mais eux-mêmes ils n'arrivent pas à se produire, moi je ne comprends pas. Il y a coupure chaque jour. Chaque jour il y a coupure. Présent à Abuja dans le cadre d'une conférence qui regroupe des jeunes leaders africains, Mbaye Diop regrette le choix porté sur la capitale fédérale du Nigeria pour abriter leur événement. Les délégués ont été surpris et déçus par les coupures intempestives d'électricité qu'on a cessé de noter depuis le premier jour. On pensait que le problème énergétique était déjà maîtrisé. Abuja, ville administrative où les buildings sortent de terre, mais comment expliquer ces coupures intempestives? La corruption est passée par là, renseigne Oumar, fonctionnaire sénégalais établi à Abuja. Là où j'habite présentement, il nous est impossible d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24 parce que ceux qui gèrent l'électricité nous font du chantage. Imaginez-vous un pays comme le Nigeria et nous y vivons un tel calvaire. À Abuja, l'usage de générateurs avec tout ce qu'ils ont de bruyant est devenu un mode de vie. Et pourtant, la Société nationale d'électricité dit avoir augmenté sa capacité de production, mais la distribution semble connaître des dysfonctionnements. Famadjon, Abuja pour RFM. Avant de refermer cette page internationale, Souleymane s'envole en France le temps d'une brève en marge de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le gouvernement français a annoncé plusieurs mesures pour protéger les victimes et leurs enfants, mais aussi mettre un terme au féminicide. Il s'agit entre autres mesures la suppression de l'autorité parentale du père violent, une meilleure formation des forces de l'ordre qui accueillent les victimes dans les commissariats, mais aussi la création de 2 centres pour la prise en charge des agresseurs afin de prévenir la récidive. Souligner que depuis le 1er janvier 2019, 137 cas de féminicide ont été répertoriés en France. Merci Anna Rocha. Beach soccer d'abord, le Sénégal vise la qualification au second tour de la Coupe du Monde au Paraguay. Après une première victoire dans cette compétition hier devant la Biélorussie, l'équipe nationale du Sénégal vise désormais cette qualification. Cela passe obligatoirement par une victoire avec un bon score devant les Émirats Arabes Unis lors de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Plus de détails sur cette rencontre avec Solacham. Le Sénégal se relance dans cette compétition. Les Lions du beach soccer ont trouvé le chemin des filets biélorusses à 7 reprises avec un quadruplé de Mamour Diagne qui permet au Sénégal de sortir dans le doute. En fait, c'est juste d'abord la concentration. Si malgré les matchs passés, on a perdu. Aujourd'hui, c'est tout le groupe qui a fait le travail parce que les entraîneurs aussi, ils ont poussé pour devant les buts aussi, concentrer sur les buts aussi. Pour santé à l'alhamdoulilah. Certes, c'est bien de fêter une victoire, mais les Lions du beach soccer ne veulent pas tomber dans l'euphorie, affirme Ahmad François Diouf. On dit alhamdoulilah. Maintenant, il faut oublier ce match-là et de se concentrer sur le match à venir parce que c'est une finale. Pour quelques minutes après, on va se concentrer sur le match contre l'Émirat arabe. L'engagement, la détermination, c'était tout. L'envie de gagner et d'être des lions sur le terrain. Nos 2 interlocuteurs espèrent donner encore plus lors de la 3e journée face aux Émirats Arabes Unis. En fait, c'est une compétition. En fait. Chaque match a une joué. Donc, le plus important, c'est le travail et continuer aussi à concentrer sur le dernier match. La prochaine journée, ça sera 2 finales. L'équipe qui gagne sera qualifiée en quart de finale. Et espérons qu'on va reproduire la même chose qu'aujourd'hui et gagner l'Émirat Arabes Unis. Avec cette victoire, le Sénégal retrouve la première place de la poule C avec 3 points plus 4, suivi du Bélarus 3 points moins 1, 3e position Émirats Arabes Unis 3 points moins 1 et la Russie 4e position avec 3 points moins 2. Alors, pas de faux pas lors de la 3e et dernière journée des phases de groupe. Sodacham, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Football toujours, Ligue 1 cette fois-ci, Djambar mise sur les jeunes pour la nouvelle saison. Une annonce faite par le président du club hier à l'occasion de la qualification de son équipe pour les demi-finales du Challenge des champions à Alassane Djigo. Pour les dirigeants du club Djambar, on va compter sur la jeune garde pour bien démarrer la nouvelle saison. Ndongoka reportage.
Djambar Football Club va évoluer en Ligue 1 pour la saison 2019-2020 après une année passée au purgatoire et très tôt au niveau du top management. Les objectifs sont déclinés. Saher Seck, président de Djambar FC. Le premier objectif, c'est de rester en Ligue 1 à la fin de ce championnat et après être resté en Ligue 1, d'essayer de performer dans une découpe. Après, derrière, l'appétit peut venir en mangeant. À presque 2 semaines de la reprise, l'incertitude plane sur l'effectif des académiciens. Plusieurs joueurs pour différents motifs tardent à rejoindre le groupe. Boubacar Gadiaga, entraîneur de Djambar FC. Non, le groupe n'est pas encore prêt parce que les U17 qui sont partis au mondial ne sont pas encore là. Il y a des joueurs majeurs qui sont à l'infirmerie. Maintenant, bon, après, ceux qui sont là, ils travaillent bien. C'est ce qu'on a actuellement. Après, s'il faut commencer, on commencera avec eux. Ceux qui sont dans le groupe actuellement, ils font du bon travail et puis ils progressent doucement mais sûrement. Pour les moyens nécessaires afin de bien débuter, Saher Seck se veut rassurant, d'autant plus que son académie ne compte pas rompre avec sa philosophie qui consiste à miser sur les jeunes formés en interne. On va avoir une équipe qui est jeune. D'un point de vue du gabarit et de l'impact, on sait qu'on va souffrir, mais il n'empêche que c'est notre pari. Le pari, c'est le pari de la jeunesse, le pari du jeu pour permettre effectivement aux jeunes de grandir, d'avoir un peu d'expérience. On mettra les moyens. Nous, on ne recrute pas à l'extérieur, donc on n'a pas des salaires qui flambent, donc on a une masse salariale qui est maîtrisée. Vainqueur de la Coupe de la Ligue la saison dernière, Djambar a vu 2 de ses cadres partir à l'étranger. Nonga Kapikin, RFM. Lutte pour finir. Le policier lutteur veut faire plus de social à travers le sport national. Il s'agit de Pateboy qui est policier de formation et lutteur à travers le sport. Il est en collaboration avec Jax Promoteur pour organiser un gala de lutte avec une mise jamais vue dans l'arène nationale, 10 millions de francs CFA. Cette enveloppe va servir à promouvoir la lutte sénégalaise mais également la culture qui va avec. Pateboy compte également avoir un fonds pour assister les veuves des policiers décédés. Pateboy nous a rendu visite ce matin. La mise est de 10 millions de francs CFA, donc c'est une première dans l'histoire de la lutte parce que moi aussi, après ma formation de management des sports, je me suis dit qu'il était temps aussi qu'on donne une nouvelle image à la lutte sénégalaise, qu'on crée aussi de nouveaux types de sportifs sénégalais, particulièrement dans la lutte. Parce qu'on a vu qu'il y a Gorgui Sidien qui fait beaucoup d'efforts dans le social, il y a Sadio Mané aussi qui fait ses œuvres. Moi aussi dans la lutte, je veux être aussi le pionnier des actions sociales de la lutte. Donc c'est ainsi que je me suis investi avec Jax pour faire ça, pour rendre service au peuple. Parce que je me suis dit que quand on est lutteur, à chaque fois qu'on a des combats, on sollicite de gauche à droite des gens pour dire venez nous soutenir pour le combat. Mais après le combat, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc quand on a un combat et qu'on sollicite les autres, après le combat, il est normal aussi qu'on fasse des actions rien que dans le but de soutenir les autres. Il sera également question de mettre en valeur la culture de la lutte. Oui, effectivement, on a décidé d'organiser des concours de bac, des concours de chorégraphie, comme on le dit. Il y aura aussi comment on noue les Ngembu aussi seront décorés parce qu'on a senti que parfois l'aspect culturel n'est pas mis en œuvre dans les luttes, alors que les gens sont venus au stade parfois juste que pour l'aspect culturel. Donc il y aura des concours de danse, concours de bac comme on le dit, et on veut que ça soit une occasion pour communier avec la population, montrer aussi l'aspect positif des relations publiques entre la police et la population. La lutte simple, un véritable vivier de la culture sénégalaise. Merci Mal Diagne Junior sur ces notes sages. C'est la fin de de ce journal des sports. Oui. À tout à l'heure. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 25 novembre 2019, lui, est commentée par Georges Détié-Diop. L'image renvoie à l'esclavage et à la traite négrière des enfants enchaînés. La scène prise en photo se déroule à Koki dans la région de Louga et la presse s'en émeut. Vox Populi parle de talibés esclaves dans un dara. Tribune d'horreur dans un dara de Koki. Les Échos fait savoir que le serigne dara enchaînait ses talibés pour les punir. Vox Populi renchérit que le maître coranique utilisait des chaînes en fer sur des gamins âgés de 8 à 10 ans. Mal lui en a pris. Il est arrêté. Les parents des enfants aussi, si l'on se fie au journal Les Échos, qui souligne que des pressions énormes sont exercées sur les gendarmes et le procureur pour que Khadim Gueye, c'est son nom, soit libéré, ce que confirme Tribune. En tous les cas, selon Vox Populi, le bourreau Khadim Gueye s'est justifié et a affirmé qu'il avait l'aval des parents. Malgré cela, il sera déféré ce lundi au parquet de Louga avec 4 parents des enfants pour maltraitance sur les enfants, précise l'Observateur. Le journal note qu'ils sont au nombre de 6 les personnes arrêtées
et qui seront déférés aujourd'hui au parquet de Louga. Le maître coranique, le forgeron qui fabriquait les menottes artisanales et 4 parents de talibés, dont 2 femmes. L'observateur qui déroule par ailleurs le film des atrocités subies par les talibés au Dara de Niagne. La balle donc dans le camp de la justice. La justice qui s'est saisie de l'affaire Seydina Fall Bougazeli. Dans ce dossier, Libération révèle que la section recherche de la gendarmerie a intercepté des audios explosifs. Mon confrère fait savoir que pour appâter ses clients et rassurer ses complices, Seydina Fall Bougazeli prétendait travailler avec des commandants de brigade et un procureur qui l'a aidé à dénouer l'affaire Thionsek. Et à la lumière de cette affaire de faux monnayage, des trafics de drogue et arrangements en tout genre, Enquête dans un dossier traite de ce qu'il appelle un laxisme de haut vol sénégalais. Le journal indique que les révélations des derniers faits d'actualité et leur traitement différencié poussent l'opinion à croire à un traitement préférentiel dans l'administration de la justice. Une chienlit qui délite dangereusement les fondements institutionnels du pays. Et Enquête de noter que l'armée n'est pas épargnée. Et comme l'on parle de l'armée, évoquons avec l'Observateur la sécurité nationale et l'armement militaire. Le journal prend prétexte de l'achat annoncé de 3 patrouilleurs et 4 avions d'attaque légère. Ainsi, l'Obs affirme que Macky Sall se lance à la course à l'armement. Les autorités ont décidé donc d'équiper l'armée de produits de technologie de pointe, ce que cautionne le général Mamadou Mansour Seck. Mais l'ancien SEMGA prévient sur les décisions à prendre en termes d'approvisionnement en armement. Qu'on ne nous impose pas des armes, dit-il. Que dit Source A du contrat d'affermage de l'eau? Mon confrère fait savoir ce qui a perdu la SDE au profit de la société française Suez. Source A apprend que c'est en partie parce que le gouvernement n'a pas apprécié la décision suspecte de la SDE d'accepter, face au risque de perte de son fromage, de faire passer à 286,9 francs CFA le mètre cube d'eau, son prix actuel qui est de 365,26 francs CFA le mètre cube. Autre chose qui n'aurait pas plu à l'État, à chaque avenant, la Sénégalaise des eaux a fait grimper son prix. En atteste le coût du mètre cube qui est passé de 236 francs CFA en 1996 à 279,2 francs en 2006 avant de culminer à 301,9% en 2011. Au port autonome de Dakar, le directeur général refile la patate chaude à son prédécesseur. Selon les Échos, Ababakar Sedir Bey, qui était l'invité du grand jury de RFM, dénonce les recrutements illégaux de Cheikh Kanté, dément les accusations de vol au port et porte plainte contre l'auteur. On reste avec les Échos qui s'intéressent à la situation au Parti démocratique sénégalais, dont le patron s'est réconcilié avec Macky et Madické a rendu visite à Pape Diop et a viré Omar Sarr. Selon les Échos, rien ne va plus entre Karim Wade et les anciens lieutenants de son père. En effet, samedi, l'Alliance Sokali Sopi a accusé Karim Wade d'être à l'origine d'une note circulaire pourtant signée par le secrétaire général national, laquelle note porte constatation de la démission de fait d'Omar Sarr du PDS. Mais pour Omar Sarr et compagnie, cette note circulaire est nulle et non avenue. Les mêmes propos sont à la une du quotidien Le Quotidien qui titre « Omar Sarr corrige Wade ». Le quotidien rapporte que Andessou Sopi dénonce des encagoulés pleurnichards qui font signer un acte illégal à Abdoulaye Wade. À la une de Sud Quotidien, stratégie et calcul politique en prélude à la prochaine présidentielle 2024 de tous les possibles. Les sports à la une du journal Le Soleil. Le quotidien gouvernemental s'arrête sur les CAF Awards 2019 et informe que Mané, Ghana et Koulibaly sont en lice. Record n'y va pas par 4 chemins et s'exclame Sadio, un grandissime favori. Sadio Mané qui a inscrit samedi avec Liverpool son 22e but en 30 titularisations. C'était contre Crystal Palace. Il a été élu homme du match. Stade pour qui Sadio Mané cartonne avec Liverpool fait savoir qu'il égale le record de buts de Owen et Suarez. Et qu'est-ce que Eden Hazard pense de l'attaquant sénégalais de Liverpool? La réponse dans Stade. Pour le Belge, ce serait beau qu'il gagne le Ballon d'Or. À vos kiosques et bonne lecture. Bienvenue à Point de Vue. Nous parlons aujourd'hui de la maltraitance d'enfants. À la lumière de cette affaire d'enfants entravés, maltraités dans un dara dans la région de Louga. Et pour en parler, nous sommes en direct avec M. Nyokhobay Diouf, directeur de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables. M. Diouf, bonjour. Bonjour, M. Nyon. Alors, nous sommes également avec M. Fodé Sow, point focal de la société civile du comité départemental de Pikine pour la protection de l'enfance. M. Sow, bonjour. Bonjour, M. Nyan. D'abord, M. Nyokhobay Diouf, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type d'affaires
quelles sont les mesures de protection que vous prenez en tant que directeur de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables pour éviter la résurgence ou la persistance de tels phénomènes? Oui, d'abord dire que nous sommes très indignés par cet acte ignoble qui s'apparente à des pratiques esclavagistes. Et vous convenez avec moi qu'aucune religion, qu'aucune tradition, encore moins un état de droit, ne saurait tolérer en ce XXIe siècle. Nous avons déjà pris toutes les dispositions parce qu'à Louga déjà, nous avons mis en place un comité départemental de protection de l'enfant qui est déjà très actif sur la question et qui prévoit non seulement des mesures de réhabilitation sociale, d'appui psychosocial à ces enfants-là et de prise en charge, mais aussi des mesures d'accompagnement judiciaire pour que force la loi. Donc, effectivement, les présumés coupables ont été déférés au parquet ce matin. Mais là, vous évoquez des mesures a posteriori. Mais a priori, quelles sont les mesures préventives que vous prenez? Les mesures préventives, au niveau du comité départemental de protection de l'enfant, il y a déjà un plan d'action départemental qui prévoit une forte campagne de sensibilisation qui se fait à travers les médias, mais aussi une formation en direction des acteurs communautaires. Tout cela est accompagné de renforcement des capacités des familles. Donc, nous avons à Louga, depuis très longtemps, mis en œuvre ce plan d'action, je dis, qui sensibilise les parents sur la maltraitance, sur les risques même qui sont liés au travail des enfants et à d'autres facteurs qui portent préjudice au devenir et au bien-être de l'enfant. Donc, c'est des mesures de prévention, de prise en charge, mais aussi de réinsertion. En famille, si toutefois que des cas révélés sont portés à notre connaissance. Nous reviendrons à vous dans un instant. Fodesso, en tant que point focal de la société civile dans la structure qui a été décrite tout à l'heure pour la région de Saint-Louis par M. Nyorobaye Diouf, c'est-à-dire le comité départemental, en ce qui vous concerne le comité départemental de Pikine de protection de l'enfance, d'abord, quelle est la place et quel rôle joue la société civile dans la prévention et le traitement de ce type d'affaires? Je dois dire, M. Niang, que la société civile joue un rôle prépondérant dans tout le dispositif qui concerne la protection de l'enfant. En ce sens que la société civile travaille avec des acteurs qu'on appelle les acteurs de première ligne. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans les espaces, dans les localités, où dès la survenue de la situation de déni de droit, il y a les premières réponses qui sont apportées. Donc ceux-là qui vont apporter ces réponses vont s'organiser en tant que structure communautaire, association ou ONG pour apporter la réponse en contribuant à la réalisation des politiques sociales de l'État. Et c'est dans ce sens que les CDPE vont porter avec la société civile les premières initiatives qui vont aider à apporter les premières réponses. CDPE, Comité départemental de protection de l'enfance. Et dans ce sens-là, nous allons voir que donc, la société civile va jouer le rôle d'alerte et de veille, mais aussi d'interpellation de l'État par rapport à des insuffisances ou des manquements, mais aussi de propositions en termes d'initiatives. On n'est pas dans une logique où il faut fustiger et simplement s'arrêter à s'indigner sur certaines choses, mais il faut aussi aller proposer des alternatives et des initiatives qui vont faire l'objet d'une modélisation par l'État, si toutefois elles sont des initiatives qui ont réussi. Et c'est ça le rôle de la société civile. Mais M. Sow, malgré le dispositif que vous-même et M. Nyorobaye Diouf avez décrit, toutes ces mesures que vous avez prises, tant au niveau de l'alerte, de la prévention que du traitement, comment se fait-il qu'on assiste encore au jour d'aujourd'hui à des cas aussi choquants de maltraitance avec l'utilisation de fer? C'est dans notre âge. Comment se fait-il qu'il y ait quand même des cas résiduels comme ça? Moi, je le mettrais d'abord sous le sceau de la modernisation, parce qu'aujourd'hui, la communication est arrivée à un niveau tel qu'avec les outils, mais retenez bien que les pratiques qui sont faites et dénoncées aujourd'hui sont des pratiques séculaires qui ont fait l'objet de pratiques dans les daras traditionnels et autres. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a l'utilisation des médias qui propulse en avant toutes ces pratiques-là. Cependant,
Il faut s'arrêter sur des éléments. Nous sommes arrivés aujourd'hui à des moments où, je vous le garantis, des maîtres coraniques ou des présumés maîtres coraniques ont été acheminés devant la justice et ont été fait l'objet d'emprisonnement relativement à l'application de la loi. Ici et maintenant, où je vous parle, dans le département de Pikine, il y a moins de 2 mois, un maître coranique qui a fait une situation de maltraitance à un enfant a fait l'objet d'une condamnation pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que simplement, il avait brutalisé l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pratiques qui étaient tues, parce que simplement étant des pratiques séculaires, parce que simplement faisant l'objet de médiation et de négociations à l'interne dans des communautés qui avaient des pratiques de protection endogène où certains éléments n'étaient pas partagés, font aujourd'hui l'objet d'une mise en avant, en pole position par rapport à des médias qui sont au courant de tout ce qui se passe. C'est ça le lot d'alerte et de veille dont je vous parlais. Tout de suite aujourd'hui, tant que ça se fait, tout de suite et maintenant, dans la localité, à côté du Dara, il y a toujours quelqu'un qui est capable de faire le signalement et de montrer qu'il y a une situation de texte de loi. Je vous renvoie à l'article 49.3 du code pénal qui dit que toute personne étant en connaissance de l'existence d'une situation de maltraitance ou de, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes informé et que vous avez l'information qui va aller très vite parce que au regard des nombres de médias qui font circuler l'information. D'accord. Allons un peu plus au fond et touchons à des questions relativement sensibles. M. Nyohobaye Diouf, ce qui rend le sujet sensible, c'est justement le caractère religieux que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre première intervention. Et l'un des éléments de langage qu'on entend, c'est que pour apprendre le Coran, il faut subir un certain nombre de traitements, un peu une éducation à la dure, ça fait partie du package, etc. Et que toute tentative de réglementation dans ce domaine est assimilée à une lutte contre la religion. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça fait partie de l'éducation des enfants et qu'il faut les maltraiter dans une certaine mesure pour maximiser leurs chances de maîtriser le Coran? Moi, je dis que c'est un argument sans fondement. D'autant plus que quand les gens prennent référence sur le prophète pour dire qu'avant d'apprendre le Coran, il a souffert parce que l'ange l'a pressé, n'est-ce pas, pour dire Ikhra, je pense que le prophète a souffert pour que les autres ne souffrent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une théorie aujourd'hui qui puisse justifier que l'enfant doit endurer pour apprendre l'arabe, le Coran. Vous voyez autour de nous, dans les pays de référence où cela se fait, nullement vous ne voyez les enfants qui sont soumis à ce genre de traitement. Donc c'est une justificatif qui essaie d'expliquer une exploitation qui ne dit pas son nom par la manicité et qu'on met sur le dos de la religion. Mais est-ce que vous avez les solidarités nécessaires, notamment au niveau des responsables, des leaders religieux, pour faire passer ce message auprès des maîtres de Dara? Justement, nous avons développé par le passé beaucoup d'argumentaires. Vous avez vu lors des campagnes de lutte contre la présence des enfants dans la rue. Elamine, par exemple, disait que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. Vous voyez d'autres sommités qui en ont parlé. Et récemment, lors du dialogue national, des autorités coutumières et religieuses en ont parlé. Et lors même de cette rencontre, vous avez vu la famille Maravital, ça en avait parlé. Donc il y a une position tranchée sur la question. Récemment, lors du Gamou de Théon, la commission scientifique avait choisi le thème de la manicité des enfants pour affirmer la position de la Sahel, condamnant de manière radicale cette pratique de la manicité qui exploite les enfants et qui les expose à des dangers. Donc c'est une vraie... Allez-y pour 10 secondes, s'il vous plaît. Donc globalement, nous pensons que la question aussi a été quelque part soutenue par d'éminents professeurs et théologiens comme le commissaire au pèlerinage. Il en a beaucoup parlé, il a développé des arguments, n'est-ce pas, qui remettent en cause même ce qui justifie éventuellement la souffrance de l'enfant par rapport à ça. Nous avons dépassé cette époque, pour l'a dit tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle. Les pratiques d'enseignement telles que cela se fait au niveau mondial avec nos pays de référence, vous voyez que les enfants sont dans des conditions extrêmement
vraiment extrêmement agréable et propice à l'apprentissage, c'est clair. Et le discours de ces personnes qui violent les droits des enfants est un discours suranné, évidemment. Nous avons vraiment 30 secondes pour vous, Fodé Sow, pour nous parler de la responsabilité des parents qui mettent quand même leurs enfants dans ces conditions en les remettant à des maîtres de Dara qui sont indignes de leur poste et de leur responsabilité.